Tout d'abord, on va vous présenter donc à deux voix un dispositif qui a été mis en place pour essayer effectivement de prendre en charge de façon plus efficiente le résident aux urgences. On va vous le présenter à deux voix. C'est un projet qui date de mars 2016, donc qui est très récent, qui est vraiment dans sa phase expérimentale. Ça va venir. Non ? Excusez-nous. On a un problème en régie, on vous règle ça dans 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Alors, on va continuer puisque il y avait une petite, vous verrez une petite photo d'identité sur le CHU de Nancy. Le CHU de Nancy, c'est 1815 lié place. Et notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 80 000 passages aux urgences, dont 45 000 passages aux urgences adultes et 35 000 passages urgences pédiatriques. Alors, le dispositif qu'on va vous présenter vraiment s'inscrit dans une réflexion. Je vais essayer. Non. C'est bon. S'inscrit vraiment dans une réflexion globale sur le parcours patient âgé, puisqu'on a mis en place au CHRU de Nancy différentes choses pour améliorer ce parcours. Alors, comme vous voyez, on a effectivement créé une unité de gériatrie d'entrée directe sur demande du médecin généraliste, appel du médecin généraliste, donc une unité de 14 lits qui est intégrée au service de gériatrie. De même, on a mis en place une unité de post-urgence polyvalente qu'on appelle UPUP de 24 lits afin toujours d'améliorer le parcours du patient qui ressemble beaucoup à ce que nous a présenté le CHU de Nantes hier sur le service de médecine polyvalente. On est inscrit dans le dispositif PAERPA qui est un dispositif national avec 9 territoires qui ont été sélectionnés, dont la communauté du Grand Nancy, donc, qui est le dispositif personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Et puis en juin 2014, nous avons commencé la télémédecine avec les EHPAD en lançant les téléconsultations gériatriques programmées avec 5 EHPAD, comme vous le verrez. Et puis, le dispositif qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le dispositif télémédecine EHPAD Urgence. Alors, en quelques mots, le dispositif PAERPA, c'est vraiment pour favoriser la prise en charge de la personne âgée. Comme je vous disais, la communauté urbaine du Grand Nancy a été sélectionnée. Et puis, vraiment, c'est pour les personnes de plus de 75 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans, encore autonomes, mais avec risque de dégradation pour des raisons d'ordre médical ou social. La télémédecine est un des axes de ce dispositif PAERPA. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons mis en place nos téléconsultations gériatriques. Alors, les téléconsultations gériatriques ont été vraiment mises en place en lien très très fort et relation vraiment de proximité entre le service de gériatrie du CHU de Nancy et les EHPAD, notamment les médecins coordonnateurs, mais aussi les IDE des EHPAD. Alors, les objectifs qu'on s'était fixés, tout simplement, c'était faire bénéficier effectivement les patients d'un avis gériatrique rapide et spécialisé dans les domaines que vous découvrez. Éviter les transports, on le sait tous, les transports peuvent être très itératifs pour le résident et fragiles et souvent pathologiques. Favoriser l'accès rapide donc à des soins et à une consultation. Et puis aussi réduire les délais en cas de décision d'hospitalisation, puisque vous le verrez juste, il y a une diapositive ensuite qui montre que ces téléconsultations gériatriques ont eu vraiment un effet très très positif. Donc les téléconsultations gériatriques sont programmées de façon régulière, hebdomadaire, une demi-journée par semaine, entre le CHU de Nancy, donc le service de gériatrie, et puis le résident en présence du médecin coordonnateur ou de l'IDE, et toujours avec l'accord du médecin traitant. Alors, le petit bilan en 2 ans, puisque de septembre 2014, puisqu'en juin c'était le lancement communication, mais de septembre 2014 à juin 2016, près de 200 téléconsultations gériatriques, avec, on voit, un essor au fil des mois de ces demandes de téléconsultation.
Vous voyez, les motifs de recours aux téléconsultations sont vraiment en lien avec les premiers objectifs qu'on s'était fixés. 35% pour les problèmes neuropsychiatriques, 30% pour des problèmes dermatologiques, 25% sur l'avis concernant l'ordonnance du patient, et puis sur la prise en charge des patients en soins palliatifs. Alors, il est à noter en fait une présence et une implication médicale très forte, tant au niveau du médecin coordonnateur que du référent pilote gériatre du CHU de Nancy, paramédical, avec la présence des IDE, bien sûr. Et puis, depuis quelques mois, la présence aussi des familles qui participent aussi aux téléconsultations gériatriques et du médecin traitant qui vient aussi participer à ces téléconsultations. Alors, après avoir fait ce bilan, il y avait toujours une demande très forte des EHPAD pour une réflexion autour des urgences, qui restait vraiment une grosse problématique pour eux. Donc, afin d'améliorer la filière de prise en charge des résidents, apporter une réponse aux professionnels des EHPAD, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis compléter en fait cette prise en charge des résidents par la télémédecine pour le non programmé pour les urgences. Je laisse la parole à Caroline. Bonjour à tous. Donc le constat au centre 15, c'est que le nombre d'appels aux EHPAD était d'environ 3 par jour. Des appels au centre 15 étaient d'environ 3 par jour. Les motifs d'appel les plus courants, chutes, les traumatismes, les dyspnées, les troubles de conscience, et c'est surtout ces situations-là qui nous posent des soucis de compréhension au téléphone. Après interrogatoire de nos collègues régulateurs, on se rend compte que pour 73% des régulateurs, effectivement, ils ont des soucis d'imprécision ou d'insuffisance d'information en étant simplement au téléphone. Donc le choix, le constat aussi, c'est que souvent on transporte le patient un peu par défaut au service d'accueil des urgences en ambulance parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, et dans le doute on le transporte. Et à l'inverse, on peut avoir des retards aussi à l'engagement d'un SMUR, car les signes de gravité du patient ne sont pas forcément toujours bien décrits non plus, notamment les troubles de conscience ou les difficultés respiratoires. Donc une proposition, c'était donc la télémédecine, mise en place d'un dispositif donc, entre la régulation médicale et les EHPAD, qui associe donc les images. Donc on a fait un important travail à plusieurs, donc entre la direction, les médecins du service et puis le GCS Télésanté, pour voir comment on pouvait coordonner tout ça. Donc on a fait une expérimentation donc, auprès de 12 EHPAD. Donc d'abord c'était les 5, on a inclus tout de suite les 5 EHPAD qui faisaient déjà de la téléconsultation programmée. Et puis ensuite on a regardé les EHPAD qui appelaient le plus en fait au 15. Et finalement, on voit qu'elles se répartissent sur tout le département de la Meurthe-et-Moselle. Donc on les a inclus progressivement. Les 5 premières en mars 2016 et les suivantes là qui sont en cours, il nous en reste encore 2 à déployer. Donc on a choisi de faire un dispositif simple, pratique, au moyen d'une tablette qu'on vous montrera tout à l'heure. C'est un dispositif peu coûteux, avec une procédure claire de déclenchement. On a voulu faire vraiment le plus simple possible pour qu'il y ait une adhésion de tout le monde, et des personnels des EHPAD et des collègues de la régulation, des médecins régulateurs, qui ont déjà beaucoup d'appels, beaucoup de travail, donc il fallait que ce soit simple pour qu'il y ait une adhésion. On a programmé en fait une formation donc, des équipes des EHPAD, des médecins du SAMU, et puis on a prévu donc une évaluation du dispositif. Pour tout cela, on est allé rencontrer, pour revenir sur le débat précédent, on est allé rencontrer donc tous les 3 les EHPAD pour vraiment les connaître, leur expliquer pareil nos problématiques nous à l'hôpital, et que eux nous reviennent avec leurs problématiques de l'EHPAD. Et on leur a proposé aussi de venir visiter le centre 15 pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que la régulation médicale. Donc ça permet aussi de bien se connaître, comme ça a été dit précédemment. Donc les bénéfices attendus de la démarche pour les résidents, donc c'était éviter un transport inutile vers les urgences. Alors j'ai mis inutile entre guillemets parce que le retour qu'on a du personnel des EHPAD, c'est que c'est pas forcément inutile, parce qu'en quelques heures, même s'ils sont pas hospitalisés, nous on considérait inutile, c'était un patient qui va retourner à l'EHPAD au bout de quelques heures. Pour les médecins coordonnateurs, les infirmières, le retour, c'est que en quelques heures aux urgences, ils vont avoir une radio, une prise de sang, peut-être un scanner, ils vont avoir des examens complémentaires. Donc c'est pas forcément inutile, et eux auraient mis plus de temps à voir tout ça en ville.
En tout cas, aux urgences, c'est comme ce qui a été dit, les délais d'attente sont très longs, dans des conditions très inconfortables, et c'est donc un intérêt important pour les patients qui sont polypathologiques avec des troubles cognitifs. À l'inverse, donc éviter de méconnaître des situations plus graves, comme je vous l'ai dit précédemment, et donc au final avoir une prise en charge optimale selon la gravité de la situation. Donc soit on n'a pas le choix, on transporte le patient quand même vers les urgences, et parfois on peut lui envoyer un médecin, alors avec les difficultés de permanence des soins selon les lieux. On n'est encore pas les plus mal lotis, je pense, à Nancy et en Meurthe-et-Moselle. Donc on arrive à avoir SOS médecin assez facilement quand même. Et pour les professionnels des EHPAD, ça apporte aussi une expertise médicale qui est optimisée malgré la distance. Ça leur offre aussi une sécurisation. Ils sont rassurés par un contact enrichi avec le SAMU. Donc voilà les 12 EHPAD pilotes. Alors ça, c'est simplement pour vous montrer, donc on a fait le ratio entre le nombre de lits, le nombre d'appels sur une année. Donc on voit quand même qu'il y en a qui appellent vraiment souvent, hein. Il y en a qui appellent 100, un jour sur 3, un jour sur 2 à la régulation. Au niveau de la répartition des appels, alors comme ça en étant régulateur, je pensais qu'il y avait plus de problèmes, plus d'appels la nuit, finalement non. On a 70% d'appels le jour, 30% la nuit. Pour les week-ends, c'est pareil, c'est 60% quand même en semaine et 40% les week-ends. Donc le déroulement étape par étape, comment va se passer concrètement la télémédecine. Donc côté EHPAD, il y a une situation d'urgence quelle qu'elle soit, le professionnel donc appelle le 15. Côté régulation, c'est un assistant de régulation médicale qui prend l'appel au départ, ça je pense que vous connaissez relativement bien. Il prend l'appel au départ avec les coordonnées du patient, le motif de l'appel. C'est passé au médecin régulateur qui va habituellement, qui va poser des questions. Et là, c'est là où ça peut se compliquer, parce qu'on n'a pas forcément les informations rapidement qu'on demande, puisque effectivement, c'est qu'une aide-soignante ou une ASH qui va nous appeler, qui n'a pas l'expertise médicale requise. C'est à ce moment-là donc qu'on a décidé que c'est le médecin régulateur qui va demander à mettre en place la télémédecine. Donc il est prévu que quand elles appellent, elles aient déjà la tablette à côté d'elles, qu'elles aient plus qu'à la brancher et filmer le patient. Donc c'est vraiment une visioconférence à la demande du médecin régulateur. Parallèlement à ça, quand on est allé visiter les EHPAD, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il faut un dossier de liaison d'urgence mis à jour avec les antécédents, les traitements. On a fait simple, l'état de dépendance, les directives anticipées, ça nous pose beaucoup de soucis. Il y a peu d'informations qui sont rentrées dans les dossiers, mais ça c'est vraiment important, donc on en a profité en les rencontrant pour leur expliquer cette nécessité-là. Et puis le consentement préalable à l'utilisation de la télémédecine. Donc ce DLU, pour des soucis de compatibilité de logiciels, soit il peut être mis dans le dossier du patient préalablement à la télémédecine, et sinon il peut être pris en photo avec la tablette, et nous on le reçoit directement à la régulation. On vous remontrera tout à l'heure des exemples. Et l'étape 3, on décide, fin de téléconsultation, on prend notre décision comme habituellement, mais avec plus d'informations concernant le patient. Donc voilà le protocole. Donc au préalable, ce qu'on vous réexpliquera tout à l'heure, il y a un recueil du consentement du malade, la création du dossier au préalable à l'EHPAD avec la carte vitale. C'est simplement, il n'y a que les informations de la carte vitale qui sont pré-rentrées dans la tablette. Donc dans la tablette, il y a le listing de tous les patients de l'EHPAD qui ont accepté de faire de la télémédecine. Donc le personnel de l'EHPAD qui est face à une situation d'urgence fait le 15, donc assistant régulateur, médecin régulateur. Selon l'urgence, si nous on a l'information rapide qu'on attend, s'il n'y a pas de discussion, on ne demande pas de télémédecine, on envoie les moyens que le patient nécessite. Si on ne comprend pas vraiment la situation, on déclenche donc de la télémédecine. Ils nous font une photo du DLU qu'on reçoit directement sur l'ordinateur au 15. Et ensuite, on peut faire donc la visio
la visioconférence en direct. S'il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes aussi de Wi-Fi, etc. Ça peut être une vidéo qui est prise par le personnel qu'elle nous envoie ou des photos. Alors ça, c'est vraiment les procédures dégradées. L'idéal, c'est vraiment d'avoir le patient en direct. Alors, comme vous le voyez sur cette photo, c'est vraiment une tablette toute simple, comme vous connaissez. Donc l'application et le matériel sont fournis par le GCS Télésanté Lorraine. Le coût est environ de 2 000 € par EHPAD, donc financé par le GCS Télésanté, puisqu'il finance l'ensemble de l'opération. Comme vous le voyez, comme l'a dit Caroline, sur la situation technique idéale, c'est bien sûr d'avoir une connexion SDSL ou Wi-Fi. Il existe dans certains EHPAD, puisque la Meurthe-et-Moselle aussi, il y a certains territoires qui ne sont pas encore avec une connexion parfaite. Donc là, il y a possibilité d'utiliser la 4G ou la 3G sans problème. On a fait des essais, ça fonctionne. Et sur les 12 EHPAD qui sont dans la phase expérimentale, il n'y a pas de souci de connexion. Alors voilà le dispositif, comme vous le voyez, une tablette toute simple, comme vous connaissez, une vidéo à distance, c'est une visio. Comme le disait Caroline, et on le verra après, la première solution est vraiment la visio, c'est une possibilité d'être en direct. Si ce n'est pas possible, et puis vous allez voir qu'on peut imaginer que cette tablette serve aussi pour d'autres choses, on pourrait effectivement envoyer aussi des photos. Donc, dispositif de téléconsultation mobile, un outil simple. Le formulaire est donc dans cette tablette, formulaire médical, une sécurisation, puisque toutes les données sont sécurisées, et puis une possibilité d'ajout de capteur si c'était nécessaire. Donc, la connexion, comme vous le voyez, il y a un identifiant. Donc, l'AS ou l'ASH, effectivement, s'identifie. Il y a un code par EHPAD. Et ensuite, la liste des dossiers qui ont été, comme l'a dit Caroline, préenregistrés avant la téléconsultation. Le soignant clique sur le dossier et a directement le dossier du patient. Donc les fonctions principales, comme vous le voyez, prendre une photo, une vidéo, une vision. Voilà, c'est exactement, là c'est une visio, ça a été envoyé avec en lien EHPAD Centre 15. Alors, il y a eu des éléments juridiques. On a travaillé aussi, comme on vous l'a dit, sur le protocole de télémédecine. C'est une grosse partie sur décrivant effectivement l'activité dans son détail. Une convention de télémédecine qui a été passée entre les EHPAD et le SAMU 54. Pour être très honnête, à ce jour, c'est plutôt une lettre d'engagement puisqu'on est dans la phase expérimentale entre ces EHPAD et le SAMU et le CHU. Une convention de mise à disposition du matériel par le GCS Télésanté Lorraine et chaque EHPAD, et le consentement patient à l'acte de télémédecine qui est pré-rempli avant, bien sûr, la télémédecine, puisque les 5 EHPAD avec qui on travaillait déjà sur les téléconsultations gériatriques avaient déjà fait cette démarche. Et maintenant, pour la plupart des EHPAD, c'est même inscrit dans leur livret d'accueil et il faut remplir ce papier dès l'accueil d'un nouveau résident. Ça, c'était juste pour vous montrer au niveau de la télémédecine, au niveau de la Lorraine, le maillage qui existe. Alors, ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est télé-AVC. Donc, vous voyez, ça part de Nancy. Et puis, effectivement, on a mis en place des conventions et une télé-AVC pour toutes les structures que vous voyez en rouge. Et puis aussi, tout ce qui est dialyse. Et puis maintenant, tout ce qui est EHPAD. Pour le moment, on est sur le Grand Nancy. Mais vous voyez que vers Mont-Saint-Martin, on arrive à avoir toute la Lorraine qui est maillée au niveau de la télémédecine. Oui. Donc on a prévu de faire une évaluation avant le déploiement sur le territoire, donc pour voir l'efficience générale du protocole, comment la télémédecine est acceptée par les patients, le nombre de consultations, est-ce qu'il va être trop faible, trop important, quels sont les motifs de recours à la téléconsultation, quelle est l'utilité du dispositif, les avis pour les patients, l'accès aux informations médicales, est-ce qu'elle va être améliorée par le lien qu'on a pu faire avec les EHPAD, l'efficience de la téléconsultation, il y a les problèmes de consentement du malade en cas de troubles cognitifs ou d'incapacité de communiquer, en sachant que ce n'est pas vraiment un frein, parce qu'on a prévu qu'il y ait vraiment un consentement, mais en situation d'urgence, le consentement n'est pas forcément requis. En sachant que la régulation est déjà un acte de télémédecine en elle-même dans une situation d'urgence, donc c'est pas complètement un frein.
Et puis l'appropriation du dispositif, le matériel, le logiciel, c'est pas forcément toujours évident. Les premiers retours, donc on a fait un mémoire, là, un de mes collègues a fait un mémoire là tout récemment, pour voir un petit peu comment se passent les débuts. Donc là, on a eu un nombre faible de déclenchements, puisque ça s'est déclenché depuis mars. Il fallait le temps que tout se mette en place. Donc il y a eu quand même 4 téléassistances, de mars à fin juillet 2016. Sur les 5 premières EHPAD, les 5 premiers EHPAD, on n'a pas pu faire plus. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais ça a permis quand même d'éviter le transport du résident. Donc c'est quand même important. On voit aussi qu'on a repris des chiffres des transports aux urgences. On s'est rendu compte que plus de 50% des patients transportés aux urgences ne sont pas hospitalisés, donc n'avaient pas forcément besoin de passer par les urgences. On aurait peut-être pu trouver une autre solution. Il y a eu quelques difficultés rencontrées par les professionnels des EHPAD. Il y avait pas mal d'appréhension. Il y a eu quelques téléassistances demandées par le médecin qui n'ont pas été concrétisées parce que le personnel nous a dit j'ai oublié le mot de passe, je ne sais plus comment je dois l'utiliser. Il y a eu quelques petits couacs comme ça où elles n'avaient pas pris la tablette, donc il fallait aller à l'autre bout de l'EHPAD la rechercher. Donc dans ces cas-là, on ne perd pas de temps, on ne le fait pas. Mais par contre, il y a quand même un retour positif, un réel intérêt des équipes, aussi bien du côté des EHPAD que des médecins régulateurs. Donc les médecins régulateurs considèrent que le dispositif peut apporter, on a fait un questionnaire anonyme auprès des collègues pour avoir un peu leur avis. Pour eux, ça peut apporter des éléments nécessaires à la prise de décision. Pour les pathologies traumatologiques, la somnolence, l'inconscience, les crises convulsives. Il y a une bonne acceptation des familles et des patients. Et puis donc, on a un meilleur accès aux informations médicales du résident. Voilà, merci pour votre attention.